et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Votre bébé vous observe, ses petits yeux fixés sur votre fourchette. Il tend la main, esquisse un sourire comme pour vous dire « Moi aussi je veux goûter ». La diversification alimentaire, c'est vraiment un moment magique. Mais ça peut être une étape qui peut soulever pas mal de questions, surtout quand on allaite. Quand commencer, que proposer, comment respecter son rythme? Pour nous accompagner dans cette grande aventure, nous sommes aujourd'hui en direct de Marseille, bébé, avec la queen de la diversification, la reine de la daronie. J'ai nommé Manon, alias Daronie Food Club. Avec elle, on va parler premier repas, texture, petites astuces et grande rassurance. Bref, tout ce qu'il faut pour vivre cette transition en toute confiance. Et spoiler alerte les gars, il fait beaucoup moins beau à Marseille qu'au Touquet. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée, avec l'accent marseillais. Bonjour Manon. Bonjour. Alors déjà, un grand merci de nous avoir invités chez toi à Marseille. On était là hier pour le Daronie Food Tour qui est l'événement de l'année autour de l'alimentation infantile et on espère vraiment très fort le faire dans plein de villes. Alors n'hésitez pas à nous appeler. Bon, alors blague à part, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il y en a peut-être peu ici. Tu nous dis ce que tu as envie de toi, de ta famille, de ton parcours, de ton métier, de ton histoire d'allaitement. Quelle voiture tu conduis? Non, raconte-nous un peu qui tu es. Comment t'en es arrivée là? Je pensais que c'était une question simple et en fait je me dis ok, j'ai besoin de réflexion pour répondre. Alors je m'appelle Manon, je suis orthophoniste, je prends essentiellement en soin des patients qui ont des troubles alimentaires pédiatriques. Je suis mère de 2 petites filles qui ont 5 ans et demi et 2 ans et demi, que j'ai allaitées toutes les 2. Je conduis une Fiat. Moi aussi. Non, je crois que c'est tout, c'est bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Pour la petite histoire, Manon, on se suit depuis 5 ans, puisque c'est l'âge de nos aînés. Moi, je t'ai découverte quand je voulais diversifier mon aîné, puisque à l'époque, j'étais à fond en voulant très bien faire, parce que c'était le premier, donc j'allaitais, je lisais tout ce qu'il y avait autour de ça. Et j'avais lu à l'époque que la voie logique de la diversification du bébé allaité, c'était la DME, diversification menée par l'enfant. On va développer dans ce podcast ce que c'est. Et donc j'avais lu ça et c'est comme ça que je suis tombée sur ton compte. Avant de tomber sur ton compte, j'étais tombée sur plein de comptes qui disaient que y avait plein de règles dans la DME, fallait faire ci, fallait faire ça, fallait jamais donner une purée ou une compote à un enfant si tu veux faire de la DME, sinon après, il risquait de s'étouffer avec une carotte. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, donc moi je lisais tout, je notais, ok, je vais faire ça, et je tombe sur Manon, et Manon qui dit... Calmez-vous les gars, moi je suis orthophoniste, alors c'est pas un... Comment dire ? C'est pas un argument d'autorité. Voilà, c'est pas un argument d'autorité, mais j'ai été voir dans mes cours et en fait, je crois qu'on peut donner de la purée et des carottes et des compotes et ça va. Il y a juste des signes, voilà. Mais sinon, franchement, ça va. Il y a pas d'histoire de. Et voilà, t'es arrivée avec cette nuance en fait, et tu fais partie des gens qui ont apporté de la nuance dans ma parentalité. Et pour ça, je te remercie. Je pleurais. Il y avait pas que toi, mais vous étiez plusieurs et vraiment qui m'ont un peu ramenée sur terre dans un moment où j'étais vraiment beaucoup trop scolaire dans ma parentalité, je pense que je m'oubliais un petit peu. Donc merci. Et autre petite histoire, il y a 2 ans, je parlais un peu d'allaitement comme ça, et tu fais, ce serait cool qu'il y ait du contenu un peu sourcé et nuancé sur l'allaitement. Et je t'avais dit, jamais de la vie j'y vais. C'est trop dangereux, j'ai peur que les gens m'insultent et machin. Et 2 ans plus tard, on en est là. Donc c'est aussi un peu grâce à toi. Donc merci, voilà. Moi, je vais arrêter le podcast et je vais aller pleurer dans la cuisine. T'es trop mignonne. Voilà, donc on a fait la backstory. La déclaration d'amour. Et donc, on l'a dit, aujourd'hui, on va parler diversification alimentaire. Donc pour commencer, on va voir les bases de la diversification. Manon, qu'est-ce que la diversification alimentaire ?
La diversification, en fait, c'est vraiment l'étape où on propose des aliments complémentaires au lait. Donc, et dans diversification, on entend bien cette idée de variété. Donc, c'est le moment où on peut commencer à proposer toutes les familles d'aliments à son bébé. Et en général, c'est entre 4 et 6 mois révolus. Enfin, la fenêtre recommandée, c'est ça, entre 4 et 6 mois révolus. D'accord. Et à quel moment, donc, commencer la diversification, c'est quoi les signes que le bébé est prêt ? Alors, si on commence par des purées aux alentours de 4 mois, on va surtout regarder des petits indices neurodéveloppementaux, mais c'est juste, est-ce qu'il maintient sa tête globalement ? Et si on veut commencer directement avec des morceaux ou basculer sur des morceaux, on attendra que le bébé il maintienne une position assise. Oui, parce que s'il ne maintient pas la position assise, on aime bien le mettre par exemple dans un transat ou sur soi pour lui donner au début. Et après, pour la DME, je pense, pour les morceaux, il faut quand même qu'il tienne dans sa chaise allonge. Sur sa chaise haute ou même sur nos genoux avec un minimum d'aide. Il n'y a pas de souci à aider à ce maintien parce que c'est quand même challengeant pour eux. Donc ne pas hésiter à les aider. Ouais. Après, il y a un truc, du coup, moi je reviens avec les propos dogmatiques. Il n'est pas obligatoire que l'enfant sache s'asseoir tout seul. Non, et ça même, ça arrive bien plus tard. C'est plus tard, mais vraiment, il y a... Bref. Moi. Je peux faire un épisode là-dessus, mais voilà. Donc non. Ce serait bien un épisode là-dessus. Voilà, oui, on pourrait. Et du coup, ce maintien de position assise, c'est entre autres pour éviter l'étouffement, c'est ça ? Oui, mais de toute façon, moi, je suis assez partisane, même sur les textures lisses, de proposer de verticaliser au maximum le bébé, enfin son dos évidemment. Plus il est à la verticale et plus on se rapproche d'un truc ou d'un confort en fait au niveau alimentaire. Donc même les tout petits, ne pas les mettre en transat hyper allongé quoi, semi-assis, voire le plus à 90 possible. Et alors, pour commencer la diversification, qu'est-ce qu'on doit se procurer en accessoires ? Moi, j'avais acheté l'aspirateur lavant, qui est quand même hyper important. J'ai toujours envie. Voilà. Un chien, et un chien. Si, quand même. Mais il y a quoi pour la diversification alimentaire à avoir ? Alors, mon premier mot, c'est rien. Un bébé avec des mains propres et un aliment à texture adaptée, et c'est tout. Après, c'est sûr que, et notamment si c'est pas le premier bébé de la famille, le but du jeu, c'est quand même de réduire la charge mentale. Donc, je dirais je pense, moi, ça m'a beaucoup aidé, le grand plateau bavoir. C'est un bavoir avec un plateau intégré, et ce qui permet à l'enfant, s'il fait tomber, déjà de se mettre en réussite tout seul, puisque du coup, c'est à portée de main, donc il peut ramasser et ramener à la bouche. Et puis ça évite des dégâts dans la cuisine, donc on reste un peu plus motivé pour proposer les morceaux, ouais. Alors, comme on parle d'allaitement, on va parler de particularités de diversification chez le bébé allaité. Là, c'est plutôt nous, on va prendre le relais. Est-ce qu'il y a des différences entre les bébés nourris aux préparations commerciales pour nourrissons et les bébés nourris au lait maternel ? Il peut y en avoir en termes de découverte du goût, parce que la maman, ce qu'elle mange peut colorer, donner des arômes au lait, et aussi exposer en toute petite quantité aux allergènes, donc avant la diversification alimentaire. Mais sinon, en termes d'oralité, arrête-moi si je me trompe, mais il n'y a pas de différence. Non, ça change rien. Voilà. C'est vraiment plus... Encore une fois, il n'y a pas d'études très sourcées là-dessus, donc dire qu'un bébé allaité, il va plus accepter tout le panel alimentaire parce qu'il a déjà été exposé à certains arômes, c'est un petit peu extrapolé, mais voilà, disons qu'il a peut-être un peu plus d'éveil au goût, mais ça s'arrête là. Et comment on maintient un allaitement harmonieux, sans baisse de lactation, sans engorgement pendant la diversification ? Alors ça peut être une étape difficile pour la maman ou pas, mais c'est le moment où on n'est plus, quand on allaite, 100% responsable de nourrir son enfant. Et encore que c'est souvent les darons qui vont aller donner les purées, donc on garde quand même un peu le lead, mais c'est plus son corps qui va nourrir le bébé. Donc ça déjà c'est un truc auquel on peut se préparer, on peut y penser, réfléchir un peu à tout ça. Ça peut être aussi un moment de libération pour certaines, de se dire c'est plus moi qui suis à 100% responsable de la croissance de mon enfant. Et le papa qui, depuis le début, demande à participer au repas, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, on n'hésite pas à passer un peu le relais à ce moment-là. On a parlé, donc voilà. Donc, forcément, votre bébé va commencer à découvrir d'autres aliments, à se nourrir avec autre chose que du lait. Donc, forcément, on peut avoir la peur qu'ils prennent moins de lait. Il y a des bébés qui adorent la diversification, qui vont défoncer les purées, et du coup, peut-être moins tétés.
Donc, toujours s'écouter, être très attentif à soi-même si on veut continuer d'allaiter. Si vous avez un bébé qui se gave de purée et qu'après, il n'a pas très envie de téter, vous ressentez des engorgements, eh bien, la solution la plus simple, lui proposer toujours le sein d'abord, avant les purées, les morceaux, enfin ce que vous voulez, pour maintenir votre allaitement. Après, toujours bien s'adapter à son enfant, parce qu'on peut aussi avoir des enfants qui préfèrent, entre guillemets, le sein, donc vont faire une grosse tétée, puis après, vous arrivez avec vos aliments, il est fatigué, il a envie de taper sa sieste, tout. Dans ce cas-là, plutôt proposer les aliments avant. Ça, c'est vraiment adapté en fonction de chaque enfant, il n'y a pas de règle précise. Pour les bébés allaités, on conseille au début de d'abord proposer la tétée, parce qu'en fait, même pour les bébés pas allaités, parce que le lait reste l'aliment principal jusqu'à 1 an. Mais après, c'est vraiment adapté en fonction de l'évolution de votre lactation, de comment votre bébé préfère manger, et voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est important de continuer à répondre aux besoins de succion-plaisir liés à l'allaitement avec ton bébé. Et donc là, on va parler pratique avec Manon. Qu'est-ce qu'on introduit en premier en termes d'aliments, de texture, de quantité et de rythme ? Je pense que ça dépend déjà à quel âge on commence. Donc on a dit la fenêtre d'introduction, c'est entre 4 et 6 mois. Si on commence à 4 mois, on sera sur des textures lisses. Dans les deux cas, peu importe l'âge auquel on commence, on peut proposer toutes les familles d'aliments. Ça, il n'y a pas comme moi pour mon aîné qui a 5 ans et demi, on nous disait les légumineuses pas avant 15 mois, les poissons, je sais pas quoi. Les œufs. Ouais. Mais du coup, là, maintenant, vraiment, les recos, elles ont été mises à jour. On peut tout proposer dans n'importe quel ordre et dans n'importe quelle alternance mix. Enfin, il y a vraiment... On peut tout faire et ça permet une grande latitude, donc je trouve ça cool. Donc à 4 mois, on commence en purée et aux alentours de 6 mois, en tout cas quand la position assise est maintenue, on pourra proposer des morceaux fondants. Et on n'en a pas encore parlé, mais sur l'évolution de la composition du lait, alors que ce soit le lait maternel ou les préparations commerciales pour nourrissons, si on parle de cette fenêtre de 4 à 6 mois, c'est parce qu'à partir de 6 mois, le lait maternel ou la préparation commerciale ne sont plus assez. Entre autres, il n'y a plus assez de fer, il n'y a plus assez de zinc pour répondre aux besoins du bébé. Et donc c'est pour ça aussi qu'on vient diversifier. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, Manon, qu'on peut commencer par toutes les familles d'aliments. Parce que votre réflexe, ça va être de commencer par une purée de carottes, une purée de brocoli, une purée d'haricots verts. Et en fait, votre bébé, il a besoin de fer et de zinc. Donc c'est quoi l'aliment idéal pour débuter, Manon ? On est à Marseille. Le pastis. La sardine. Le pastis. Elle vient du Nord. Parce que la sardine, on va avoir plus de fer dedans. De bons gras, d'oméga 3. Puis c'est un allergène auquel il faut exposer vos enfants dès le début. Donc ça peut être carrément intéressant. Et je crois que j'ai commencé ma diversification par de la sardine avec brocoli sardine, je crois, le premier repas. Ce bon élève. Par contre, ça sent pas très bon. Ouais. Et après, ton bébé sans la sardine pendant 2 jours. C'est pas mal. Faut vraiment s'y préparer. Et donc, moi, je vais rebondir sur les allergènes. Donc oui, il faut les exposer dès le début au plus d'allergènes possible. N'hésite pas, je conseille toujours, c'est à acheter soit au rayon bio, enfin il y en a dans les grandes surfaces, des purées d'amandes, purées de noisettes, purées de cacahuètes, des huiles variées pour varier les bons gras et les allergènes et de le mettre dans tous les pots. Les purées préparées industrielles ou les purées que tu fais toi-même pour apporter donc déjà de l'arôme, de l'allergène et du bon gras à ton bébé. On ajoute dans le pot qui est déjà fait, on peut ajouter, il n'y a aucun souci. On peut faire un petit focus allergène sur les allergènes principaux, dis-nous. Oui, alors sur les allergènes maintenant, en gros c'est assez récent. En gros, jusqu'à récemment, on notait 14 allergènes prioritaires et on disait... Oui, j'avais ça en mémoire. Ouais, voilà. Et c'était en fait, c'est les 14 allergènes à étiquetage obligatoire. Donc ça concerne surtout les industriels. Aujourd'hui, il y a un collège d'allergologues en France qui s'est réuni et qui a dit, voilà, ce qu'on va retenir comme grand principe, c'est d'abord la précocité. Donc ce que tu disais, de les introduire dès le début de la diversification. On peut donner de l'œuf au début, quoi. Ouais, direct. Introduire donc précocement, introduire de manière régulière l'allergène, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à le proposer, il faut continuer à en proposer régulièrement et il faut passer par voie orale, c'est-à-dire qu'on peut pas considérer que parce que j'allaite et que mon bébé a été exposé à l'allergène, c'est bon, j'ai introduit l'allergène. Donc ça, c'est les 3 grands principes.
Le bon sens me pousse à dire que c'est cool aussi de les introduire un à un, histoire que s'il y a une réaction allergique, on sache quel allergène incriminer. Et globalement, aujourd'hui, on s'est restreint sur 5 allergènes. Donc, il y a le lait, les œufs, les fruits à coque, l'arachide et le poisson. C'est les 5 qui aujourd'hui, en France, provoquent le plus de réactions allergiques un peu vénères et pour lesquelles on va faire une introduction avec un petit regard un peu spécifique. Donc, à partir du moment où vous introduisez ceux-là, comme je disais, un à un, de manière précoce et régulière, ça va bien se passer. Maintenant, soyez à l'écoute de votre bébé, enfin soyez en vigilance quand vous les introduisez, sans stress mais en vigilance. Une réaction allergique, elle peut être de 2 types, soit immédiate, soit différée. Si elle est immédiate, c'est entre 0, tout de suite après la prise et quelques heures, 2-3 heures après la prise. Si elle est différée, ça peut aller jusqu'à 3 jours après la prise alimentaire. Dans l'immense majorité des cas, la réaction allergique, elle n'intervient pas sur la première présentation et elle reste cutanée. C'est eczéma. Elle peut pas arriver sur la première en général, mais souvent à la deuxième ou après. Mais la première, normalement, c'est pas possible. Ouais. Et c'est vraiment dans l'immense majorité des cas, c'est vraiment cutané. Voilà. Ou digestif aussi. Ouais, digestif. Alors, on en a parlé vite fait en intro, la diversification menée par l'enfant, donc qui était un moment très à la mode, mais aujourd'hui, on a encore dit, il y a beaucoup de nuances là-dedans, et finalement, on a des approches un peu mixtes qui sont plutôt sympas. Donc, on va parler de diversification classique et DME. C'est quoi la différence ? C'est quoi les recommandations, même si on l'a déjà un petit peu déroulé sur les âges de début et tout ça ? En fait, moi, ce que je trouve cool aujourd'hui, c'est que les recommandations en vigueur, c'est le site Manger Bouger, le guide de la diversification pas à pas du gouvernement. Aujourd'hui, elle nous dit de faire du mix, c'est-à-dire qu'elle dit commencez par des textures lisses. Déjà, elle dit faites confiance à votre bébé et suivez votre bébé. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire en fait, si j'ai un bébé qui montre des signes d'appétence, qui regarde ce que je mange, qui a envie de commencer et tout, on le suit. Il y a 1000 raisons pour lesquelles on peut avoir envie de commencer très 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 tôt la diversification et c'est très bien. Je trouve que le problème qu'il y a eu il y a 5 ans quand on s'est rencontrés, c'était une forme de hiérarchisation où on disait la DME c'est mieux que tout le reste. Et ça n'a pas de matière, ça n'a pas de valeur de dire ça. En fait, il y a pas une voie royale et je pense que chaque bébé va prendre une voie dans la diversification. Il y a autant de manières de diversifier de bébés qu'il y a de bébés. Donc, les recommandations aujourd'hui, elles disent bien partez de votre bébé, faites-lui confiance, et ensuite, on a soit l'option où on commence par des purées, etc., mais dans tous les cas, ce qui est noté dans la diversification, c'est de commencer à proposer des finger foods, j'ai fait un R guillemets, parce que cet accent, il est pas possible, dès 6 mois. Donc, il y a quand même vraiment une volonté même des recommandations, de dire, il faut basculer sur les morceaux. Parce que je pense que il y a un intérêt au niveau du développement oromoteur de l'enfant, oui, de proposer des morceaux mais en fait, c'est même pas, il y a un intérêt, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est de suivre le développement oromoteur de l'enfant. À 6 mois, un enfant, il est en mesure d'avoir une mastication qui est pas mature. De toute façon, la mastication mature, c'est entre 4 et 6 ans. Donc, c'est vous dire qu'il va en falloir des sollicitations pour y arriver. Mais à 6 mois, on a un prémisse masticatoire qui permet de rendre le bolus alimentaire homogène et de le déglutir. Et donc, c'est intéressant de suivre son bébé là-dedans. Oui, c'est pas parce qu'il a pas de dents qu'il peut pas manger des morceaux. Tout à fait. Dans le mécanisme de la mastication, c'est plus la langue que les dents, finalement. Et ils ont une force dans les gencives quand même qui permet de broyer quand même un peu les aliments. D'accord. Et après, alors je rebondis, je trouve qu'il y a un truc très intéressant que tu as dit d'écouter et de partir de son bébé, parce que on en parlait un petit peu hier, on a animé un atelier ensemble. Il y a des darons qui veulent trop faire de la diversification menée par l'enfant. Moi, c'était mon cas parce que je trouvais l'approche cool, j'aimais bien le toucher, j'aimais bien l'idée qu'il s'était débrouillé un peu tout seul et tout ça. Et il y a des darons qui le font par exemple avec leur aîné. Et numéro 2, aucun intérêt dans le fait de toucher, pas du tout envie, d'attraper la cuillère pour la mettre à sa bouche. Donc en fait, là, dans ce cas-là, oui, on va venir aider son enfant. Et c'est pas grave, vous n'allez pas laisser votre enfant sur sa chaise haute en attendant qu'il accepte d'attraper une carotte.
parce que ça peut être long. Mais moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ce truc où ma première, c'était la cliente idéale, exactement. Ce qui me fait rentrer dans ce monde-là, écrire des bouquins, faire des podcasts et des machins. Tu vois, avoir un truc sur la DME. Et j'arrive avec ma deuxième qui, du coup, a souffert d'un RGO. Il y avait une nécessité de commencer à changer la texture et à diversifier. Et puis, elle en avait envie, quoi. Et en fait, ce truc j'ai eu besoin de déconstruire et de me dire, non, tu la suis. Il y aura pas la DME qui commence direct en morceaux. On va passer par des purées parce qu'elle en a besoin. Mais c'est marrant, j'ai quand même eu besoin de déconstruire le truc, quoi. Ah ouais, c'est ancré, en fait. Mais voilà, il y a pas de souci. Si votre bébé, des fois aussi, il peut être fatigué et ça peut être, c'est pas déconnant de lui mettre la cuillère à la bouche. C'est pas grave, tout va bien. Au contraire, voilà. Ouais, au contraire. Et ça reste de la découverte pour lui et vous êtes avec lui pour l'accompagner dans cette étape. Donc c'est le plus important. Oui, de faire confiance à son bébé et à soi, et surtout la nuance. Les extrêmes, c'est jamais bon, donc on fait ce qu'on peut aussi. Donc là, on passe aux difficultés et aux questions fréquentes que se pose tout parent. Si le bébé refuse les aliments solides, est-ce que c'est grave ? Alors, sur le papier, non. De toute façon, ce que moi j'aime bien dire, c'est qu'il n'y a jamais de fatalité. C'est-à-dire, il n'y a jamais rien qui est grave de prime abord. Donc si, en tout cas au démarrage, vous commencez à proposer des aliments en morceaux, des aliments solides, etc., votre enfant il veut pas trop toucher, ça l'intéresse pas trop, etc., il faut quand même se dire que c'est normal. C'est-à-dire que votre bébé, il est en train de passer d'un allaitement au sein ou au biberon où, globalement, l'effort fourni, même si ça peut être challengeant pour certains bébés, mais globalement, l'effort fourni est assez cool. Le lait arrive, ça se passe bien, etc. D'un coup, on le met sur une chaise haute, donc déjà, il y a un challenge au niveau de la posture, et on va lui poser des trucs, et on lui dit, allez, vas-y, attrape, découvre, machin. Et pour nous, c'est vraiment un truc, je sais pas vous, mais moi, je peux manger... je sais pas, 4-5 fois par jour, ça dépend de 23 heures si j'ai la fringale ou pas. Mais nos bébés, c'est la première fois qu'ils ont accès à autant de goûts, de saveurs, de couleurs, d'odeurs différentes. Enfin, c'est vraiment un truc de fou que peut-être nous, on a oublié. Et donc, se dire que c'est normal qu'ils aient besoin d'être accompagnés. Donc, à mon sens, non, il n'y a rien de grave. Par contre, il y a des enfants qui ont besoin d'être plus accompagnés que d'autres. Et c'est pas un souci du tout. Et est-ce qu'un bébé allaité particulièrement peut être moins intéressé par la diversification ? J'ai pas d'études, j'ai pas de chiffres, mais quand même de mon expérience uniquement. De ce que j'observe en cabinet, etc. En fait, c'est pas ça qui se passe. Je sais pas qui de l'œuf ou de la poule, etc. Mais je pense que c'est une question intéressante parce que et je pense pas qu'il y ait d'études sur le sujet, mais d'expérience, je pense que oui. Ou en tout cas qu'un enfant allaité qui est en difficulté pour le passage à la diversification ou passage aux morceaux, etc. Va d'autant plus se rabattre sur le sein. Et ces enfants-là, il faut faire attention parce que souvent ils déjouent les courbes parce que du coup ils têtent plus, qu'ils ont, il y a peut-être moins de rythme, le biberon du matin, du truc, du machin, peut-être qu'ils peuvent plus compenser et notamment la nuit. Et du coup ils déjouent les courbes, donc la courbe de croissance elle est bonne, tout le monde dit mais non il y a pas de problème, etc. Et que peut-être par ailleurs il y a des carences. Il y a des carences et puis peut-être il y a des difficultés au niveau de l'alimentation, de la prise alimentaire, quoi. Après, là, j'extrapole un peu parce que, comme toi, il n'y a pas d'études et on ne sait pas. Mais comme il y a un rôle qui est encore plus relationnel dans l'allaitement, parce que ce n'est pas que nourrir, eh bien oui, il y a peut-être aussi quelque chose qui se joue, que ça vienne de la mère, de l'enfant, j'en parlais un peu en intro, mais ça peut être aussi une étape difficile pour la mère et il y a peut-être encore une fois quelque chose qui se joue à ce moment-là pour certains bébés où du coup c'est plus difficile et en effet il faut être attentif là-dessus. Et comment on peut prévenir alors les difficultés alimentaires quand il y a une texture qui ne veulent pas, une sélectivité, une néophobie comme tu aimes dire. Donc ça c'est une période qui arrive plus tard vers 18-24 mois. Là pour le coup il y a des études de comment, d'où vient la néophobie. Bon pour le coup c'est hyper multifactoriel et tout, mais il y a pas mal d'études sur est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place avant le 18-24 mois, la période du non à tout et aussi au brocoli. Donc globalement, spoiler alert, il n'y a pas grand chose à faire. Mais ce qu'on a quand même dans nos mains en tant que parents, c'est
de continuer à proposer la plus grande variété possible. Plus on ouvre le panel alimentaire avant cette période de néophobie alimentaire, plus il y a de chances que cette néophobie soit douce ou en tout cas écourtée. C'est pas un 100% sûr, puisque moi, c'est exactement ce que j'ai fait avec ma fille. Et aujourd'hui, si elle pouvait manger que des pâtes, elle serait ravie. Mais ça permet quand même de se dire, je trouve, ça permet d'ouvrir des choses en tant que parent en cuisine, où on se dit, le chou rave, j'en cuisine jamais. Vas-y, je vais me faire une salade de chou rave pour faire goûter à mon bébé, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous aussi ouvrir votre panel en ouvrant celui de votre bébé. Ouais, on en avait parlé un petit peu avec Jolie Mama que la grossesse, l'allaitement, c'est aussi un moment de repenser un peu son alimentation. Et pareil, je trouve que la diversification, c'est aussi un beau prétexte. Moi, je sais, quand on a diversifié mon fils, donc en DME, du coup, il y avait des brocolis, des carottes, des trucs cuisinés vapeur, parce qu'il fallait des textures, voilà. Et du coup, nous, on en profitait pour se faire des bols, en fait, avec beaucoup de légumes, beaucoup de couleurs. Et voilà, et c'est vrai que ça permettait un peu de nous rééquilibrer. C'est un petit prétexte qui peut être intéressant, et vraiment n'hésitez pas, tu l'as dit, à proposer une variété pléthore de tout. Et si le bébé refuse, combien de fois on repropose l'aliment pour être sûr qu'il aime pas, maman? Là-dessus, sur le truc du j'aime pas, on considère selon les études que c'est entre 10 et 30 présentations avant de pouvoir se dire que l'aliment est exclu. Et pour les bébés un peu plus grands, là, justement 18-24 mois, essayez de se dire, quand votre enfant il dit non, j'aime pas, en fait, je trouve que ce truc de la sentence j'aime pas, c'est une sentence. J'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on est dans du forçage alimentaire, mais si, mais goût, et généralement, peut-être que vous réussirez à donner une cuillère, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Sortir de ce truc-là et se dire, comment tu te sens quand tu manges du brocoli? Ok, donc peut-être on peut dessiner une frise, un bonhomme rouge pas content à gauche et un bonhomme super content en vert à droite, et se dire, ok, là je sens bien que t'es en rouge à gauche, comment on peut basculer? Est-ce que si je le coupe en petit, c'est mieux? Est-ce que si je le fais revenir à la poêle, du coup on bascule vers le vert? Et souvent les enfants, comme on est en train de se raconter une histoire, de se challenger, et qu'on voit bien que ça devient un sujet, ils vont être peut-être un peu plus ouverts à vouloir basculer vers le bonhomme vert, plutôt que si on avait juste dit alors t'aimes ou t'aimes pas, et j'aime pas, et c'est fini. Moi je parle pour moi et mon fils, de le faire participer à couper les légumes, à les faire chauffer. Ça l'aide à manger parce qu'il est content d'avoir mangé ce qu'il a fait, ou l'introduire de manière ludique en faisant un bonhomme avec un bonhomme visage, plein de choses avec les pâtes, le maïs, c'est les cheveux, et on fait une barbe en jambon, plein de choses comme ça. Je trouve que ça peut aider aussi à ce qu'il mange de tout. Tu parlais du triangle hier, environnement, enfant, aliment. Oui. J'ai bien aimé. Oui, c'est se dire, quand il y a quelque chose qui déconne au niveau alimentaire, mais je me demande si on peut pas l'extrapoler, mon petit triangle. Moi, je dessine un triangle, et je me dis, à chaque pointe de mon triangle, il y a quelque chose sur lequel je peux avoir un impact. Donc, il y a une pointe, c'est l'enfant, l'autre, c'est l'environnement, et l'autre, c'est l'aliment. Le premier, sur l'enfant, observer, est-ce que, en fait, mon bébé, il est juste pas trop fatigué? Est-ce qu'il est pas en train d'avoir des dents qui poussent, de faire un épisode fébrile, d'avoir une des 1000 mésaventures de la vie de bébé? Et est-ce que je peux changer quelque chose là-dessus? Parce que des fois, manger un quart d'heure, 20 minutes plus tôt, ça change tout. D'un coup, le repas se passe beaucoup mieux. Donc, il y a d'abord l'enfant. Ensuite, il y a l'environnement. Souvent, en tout cas chez moi, on mange tous toujours à la même place autour de la table, et on est là, c'est ta place et machin, et c'est toujours pareil. Et en fait, parfois, sortir de ce cadre, faire un apéro dînatoire, un brunch le matin, on a le droit de manger un pique-nique dans le salon, on a le droit de manger différemment, et là, d'un coup, alors que tel aliment était absolument refusé, puisqu'on le mange avec des cure-dents, là, c'est magnifique, tout le monde en mange. Donc, il y a vraiment une question d'environnement. Et puis, sur l'aliment lui-même, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, ce truc de présenter l'aliment de manière ludique, changer sa forme, changer sa texture. Moi, j'ai déjà fait des glaces de soupe, aller changer même la température, essayer de sortir un peu du classique. Quand ça fonctionne pas, quand ça fonctionne, on va au plus simple, d'accord. Mais quand ça fonctionne pas, j'allais dire, il faut quand même avoir des bases en cuisine, avoir le temps de cuisiner quand ton bébé, ou ton enfant n'aime pas trop manger. C'est pour ça que moi en consultation, mais globalement le message à faire passer, c'est se dire, partez de
déjà, c'est OK s'il y a des soirs où il paraît que c'est chiant de dire c'est OK maintenant. Il faut plus dire c'est OK. J'ai le droit. Donc c'est OK. Si vous avez la flemme, si vous êtes fatigué, si vous êtes... Il y a des soirs où c'est OK. Il y a des soirs où c'est OK d'avoir la flemme et donc juste coquillettes jambon, c'est super. Maintenant, coquillettes jambon tous les soirs, ça va pas le faire. Il y a un moment donné où on risque juste de renforcer un comportement alimentaire qui est pas dingue pour notre enfant. Donc continuer à être force de proposition avec ce qu'on est capable de mettre en place. C'est-à-dire que là, je parle de la glace à la soupe. Si c'est trop d'énergie mentale de se dire, attends, faut que je fasse une soupe. J'ai envie qu'elle soit à la maison. Faut que je la mette dans un bac, au congèle, que je la ressorte dans 3 jours. C'est infernal. Mais en fait, il n'y a aucun stress. Attrapez-moi un cure-dent et on y va juste avec le cure-dent ou vous allez sur Vinted, on achète un lot de cuillères rigolotes. Le seul truc, c'est de se dire, on continue d'essayer de rendre le moment cool parce que avant tout manger c'est un truc chouette et que nous dans les cabinets quand on reçoit des enfants qui ont des troubles alimentaires pédiatriques, le truc le plus dur à récupérer c'est le plaisir d'être à table. Donc je dirais que par-dessus tout, et c'est tous mes biais que je ramène à ce micro, au-delà de est-ce qu'il faut apporter du zinc, du fer et tout, c'est ayez du plaisir à table et transmettez ce plaisir à table à vos enfants. C'est beau ce que tu dis. Bon, j'ai envie d'arrêter là-dessus. Non, mais c'est vrai, manger, c'est cool, en fait, que ce soit du lait, des carottes. J'arrête pas de parler de carottes alors qu'on n'en mange jamais. Mais voilà, enfin, vraiment, ouais, transmettre ce plaisir à table, c'est le plus important. Et je rebondis là-dessus, même si on n'avait pas forcément prévu d'en parler. On a des fois des recos, enfin, où nous, on nous pose des questions sur le sel, sur le chocolat, sur le sucre. Et je pense que c'est important ce que tu as dit. Alors oui, évidemment, on n'allait pas faire un gâteau d'anniversaire géant à votre enfant de 6 mois. Mais ça passe aussi par ça, en fait, cette transmission, en fait, ce qu'on a envie de transmettre à son enfant, de plaisir d'être ensemble, de plaisir de manger. Donc, des fois, c'est pas grave si votre bébé, il goûte à l'aliment familial qui a été un petit peu salé. C'est pas qu'il y a du chocolat, c'est pas grave s'il goûte un petit peu de chocolat. Après, voilà, on s'adapte à chaque enfant et encore une fois, l'équilibre alimentaire, ça se fait sur une semaine, donc c'est pas ça qui le traumatisera, qui fera qu'il voudra plus jamais un fruit parce qu'il a goûté quelque chose de meilleur qu'un fruit. Donc voilà. Mais il y a aussi cette phrase d'une diététicienne pédiatrique avec qui je bossais qui me disait mets tous les aliments sur le même plan. Et du coup, pour moi, il y a un truc où vraiment, si ma fille, elle veut un bonbon en dessert, c'est OK. Il n'y a pas de problème, tu auras un bonbon. Mais parce qu'on mange équilibré, tu auras un bonbon parce que tu as mangé un peu d'aliments verts. Et tu sais, les aliments verts, ça aide pour nanana. Tu as mangé un peu de protéines, tu sais, ça permet de courir vite. Nanana. Bon, elle a 5 ans et demi, donc... peut-être que là, c'est plutôt des personnes qui ont des bébés. Mais même pour les bébés, il y a un truc de se dire... à toujours diaboliser certains aliments ou en mettre d'autres sur des piédestals, je suis pas sûre qu'on soit sur une bonne ligne. Finalement, peut-être que tout ramener au même plan, ça permet de relâcher la pression. Juste le miel pas avant 1 an, les fromages au lait cru pas avant 5 ans, la charcuterie, poisson cru, viande crue pas avant 5 ans non plus, mais sinon oui, très bien. Je suis la rabat-joie de la team. T'as bien fait. Sur le même plan, mais pas ce qui a un risque bactériologique, voilà. Évidemment. Pas de café, pas d'alcool, tout ça quoi. Est-ce que t'as des idées de premiers repas cool à donner à ton bébé? Moi, je dirais toujours de partir de son assiette à soi. Il y a toujours moyen de détourner. En tout cas, je pense que ça dépend votre personnalité, votre manière de vivre à table. Enfin, l'alimentation, ça reste très intime. Mais globalement, j'ai envie de dire que si c'est un stress pour vous, que vous vous dites « Oh là là, faut que je fasse des bâtonnets de courgettes vapeur et que ça devient un stress, laissez tomber, partez de votre assiette. Et il y a toujours dans nos assiettes aujourd'hui, puisqu'en plus, nous, en tant qu'adultes, on a tendance à manger de plus en plus mou, il y a toujours un aliment qui sera possible d'extraire de mon assiette et de donner à mon bébé. Et du coup, j'aurais tendance à dire, voilà, de pas se rajouter de la charge mentale, de partir de la recette familiale, soit pendant qu'on cuisine, on met de côté le brocoli vapeur parce qu'on sait que c'est pour notre bébé, soit carrément de notre assiette, on donne à notre bébé, mais que ça reste toujours un truc un peu cool. Il y a pas besoin de grand chose pour se lancer dans l'aventure des morceaux, quoi.
Et après, Cassandre t'en avait parlé également, mais hier, désolée, vous n'étiez pas là. Donc, l'alimentation infantile, en règle générale, oui. Donc, les petits pots qu'on trouve dans le commerce, c'est des choses qui sont très réglementées. Ouais. Donc, c'est carrément OK aussi. Il y a ça aussi. La charge mentale, elle passe aussi par là. On peut carrément aimer ne pas cuisiner. Donc, voilà, ce qu'on trouve dans le commerce, c'est très bien. Il y a des petits pots de légumes. Il y a aussi des marques comme Popote qui proposent même de la viande en gourde prête à l'emploi. Voilà. Et ça, c'est carrément top pour s'alléger ça. Et ça peut aussi, du coup, vous enlevez cette charge si vous n'avez pas cuisiné, mais par contre, avoir quand même ce plaisir de diversifier votre enfant avec des trucs complètement OK et sains. Oui, okay. Et toutes les marques sont réglementées pareil, de la moins chère à celle qui a le plus beau packaging, de la bio à la non bio. Donc vraiment, on peut se laisser tenter de temps en temps, tout le temps, en voyage, par tout ça, parce que vraiment, ça nous aide et c'est là et c'est bon. Est-ce que Manon, tu aurais un message clé pour les parents dont les mamans allaitent leur bébé qui commencent cette étape de la diversification? C'est un peu cliché de vieille daronne, mais je vais le faire. J'ai envie de dire profitez-en en fait. Profitez-en parce que même dans les moments où c'est un peu relou, il y a trop de repas à faire et d'ailleurs même si votre enfant est pas dingo de ce qu'il découvre, en fait il y a trop de moments chouettes à aller voir découvrir l'alimentation et ce n'est que des séries de première fois et bon je vais refaire un bébé. Merci beaucoup Manon pour nous avoir partagé ton expertise et ton expérience et évidemment qu'on attend le petit 3e. Et voilà, c'est la fin de l'épisode qui était hyper intéressant, on espère que vous l'avez trouvé aussi. La diversification, ça peut sembler impressionnant au début, comme l'allaitement. Mais promis, avec un peu de lâcher prise et beaucoup de bavouilles, ça devient vite une aventure géniale à partager avec bébé, comme l'allaitement. N'oubliez pas, faites-vous confiance, amusez-vous et surtout, laissez bébé explorer à son rythme. Si vous voulez prolonger l'aventure, foncez suivre Manon sur Insta, alors @daronifoodclub. Et vous pouvez également la retrouver en librairie, puisque je crois qu'elle est déjà à 3 ou 4 livres. Il y a un livre sur la diversification alimentaire qui s'appelle Sardines, brocolis et spaghettis. Il y a un livre sur la néophobie alimentaire qui s'appelle Croque-Marelle. Et un livre avec Carla Ferrari de Top Chef que j'adore et qui est spécialement pour cuisiner avec tes enfants des plats qu'ils adorent mais que toi aussi tu peux adorer. Clairement moi je l'ai et il est trop cool. Et alors Elena va prendre l'accent marseillais. Bon, vraiment, encore merci Manon parce qu'on a vraiment bien rigolé. Je vais devoir couper plein de passages de cet épisode. C'était l'heure de la tétée. Promis, c'était vraiment sans pastis, même si on s'est marré tout le long. Et promis, on arrête avec les préjugés sur les Marseillais parce qu'en plus, c'est vrai qu'il fait pas beau chez eux. Et tu tires où tu pointes. Et tu tires où tu pointes à la sardine. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.